Alors, bonjour tout le monde, Marc Gagnon de Paperman qui vous parle. Comme je l'avais indiqué sur mon profil Facebook, aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'œuvre de Jean Van Damme. Alors, c'est pour cela d'ailleurs que j'ai deux de ses amis qui l'ont créé juste à côté de moi. Alors, 13 juste ici et Largo Winch juste là. Alors aujourd'hui, je vais discuter du grand scénariste de franco-belge qui est Jean Van Damme. Et puis je vais également répondre à vos questions, à vos salutations. Je vais également parler avec vous. Alors si vous voulez discuter avec moi en direct, alors il n'y a aucun problème, mais je vous répète que c'est en direct. Alors pas de montage, pas d'effets spéciaux. Pas de fli-fli, pas d'explosion, pas d'image qui va apparaître. Ce n'est que moi et ma passion qui vous parle de BD aujourd'hui. Alors oui, je parle souvent de BD, je peux parler également de romans. Alors, mais pour aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Jean Van Damme. Qui est-il, monsieur Jean Van Damme? C'est un scénariste, majoritairement de BD. Bien qu'il a fait des romans également et des téléfilms. Alors, salut Yann, salut mon ami Yann qui me parle. Alors, je vous l'ai dit, hein, je vais toujours vous parler, je vous répondre quand vous allez me saluer. Salut Luc, content que tu m'écoutes aujourd'hui. Van Damme, c'est un scénariste probablement un des plus prolifiques du franco-belge. C'est quelqu'un qui a créé des séries cultes au niveau de la BD. J'ai parlé de 13, j'ai parlé de Largo Winch, mais je vais en discuter un peu plus tard. Mais je veux quand même qu'on cerne bien le personnage qui est M. Jean Van Damme. Tout d'abord, M. Van Damme, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, diplômé d'ingénieur commercial, fait des études en économie politique, alors ça va paraître également dans ses BD. Alors, on parle de quelqu'un qui a travaillé longtemps dans des grosses entreprises, quelqu'un qui a fait beaucoup d'argent, quelqu'un qui connaît le milieu de la finance et le milieu de la politique, et ça se ressent surtout dans ces deux séries phares qui est Largo Winch et 13. Van Damme, c'est également quelqu'un qui est très perfectionniste. C'est un scénariste qui n'est pas fait, paraît-il, parce que je ne le connais pas personnellement, bien entendu, oh mon Dieu, que j'aimerais pouvoir un jour le rencontrer, mais ça n'arrivera pas. De un, parce qu'il est en France, de deux, parce qu'il est rendu à 78 ans, et de trois, parce que je suis trop loin et je n'ai pas de sous pour aller le rencontrer en Europe. Mais bref, paraît-il que c'est quelqu'un qui est extrêmement perfectionniste. C'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup faire de concessions au niveau de ses scénarios. Et c'est quelqu'un qui, une fois qui fait un scénario, qui le présente au dessinateur, c'est ça. Je veux dire, il va travailler vraiment de cette façon-là. Mais, comme il dit lui-même, il a vendu à peu près depuis 68, je crois, qu'il a commencé à faire de la BD. Il a vendu environ plus de 40 millions d'albums vendus. Alors, je veux dire, moi, personnellement, quelqu'un qui réussit à faire ce tour de force, ben, on peut lui pardonner d'être un peu perfectionniste. C'est peut-être ce petit côté perfectionniste-là qui a fait en sorte qu'il a tant vendu. Par contre, ce n'est pas un scénariste qui a été... Eric, salut Pepperman, salut Eric Bourgoin, salut mon collègue du podcast des Crinqués, Red the Gamer, salut Red. C'est pas quelqu'un qui a été reconnu beaucoup par la critique. Et il a dit d'ailleurs que, je vais le citer, « Je ne suis pas un artiste, je suis un artisan. » L'artisan fait ce qu'il ressent devoir faire sans se soucier de plaire. Moi, il dit, je suis un menuisier, je fais un bel objet en espérant le succès. Alors, ce n'est pas un créateur de BD, un scénariste de BD qui s'est caché derrière une BD d'auteur. Il a toujours dit que lui faisait de la BD pour vendre. Et puis, c'est un businessman de la BD. Et quand on vend plus de 40 millions, ben, je pense qu'il a réussi. Il a dit également qu'en France, il faut être un artiste incompris. Il dit, si on en estime de lecteur, on n'a pas celui de la critique. Et c'est le cas parce que Jean Van Damme a reçu beaucoup de prix à Angoulême, surtout au niveau du public, mais n'a jamais reçu de prix officiel de la part de la sélection. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait de la BD qui est de type commercial, selon certaines personnes, qui n'est pas une BD de genre ou une BD d'auteur. C'est quelqu'un qui va vraiment faire une BD pour créer un succès.
Et le succès, il l'a eu avec ses séries. Je vous dirais bien que je pourrais vous citer un autre de ses paroles, mais je pourrais être un peu vulgaire parce qu'il y a des gens qui l'ont traité de tous les noms, hein, parce qu'il faisait beaucoup d'argent, parce qu'il faisait des séries à répétition, des grandes séries de 20, 30, 40 tomes. Alors, il y a certaines personnes même qui l'ont traité de pute. Alors, il lui aurait, à ça, il répondait, je le cite toujours, moi, il dit, je veux bien être une pute, et qu'il faut avoir beaucoup de talent pour être une bonne pute. Alors, vous voyez un peu la perspective et la façon de penser de Jean Van Damme. Il fait de la BD parce qu'il aime ça, mais il fait de la BD surtout pour en vendre. Alors, je vais vous faire un petit tour d'horizon de tout ce que M. Van Damme a fait. Et je crois que je vais quand même avoir peu de temps, environ 45 minutes, 50 minutes, que normalement mes petites capsules font, mes petites capsules vidéo ont. Quand on parle de Jean Van Damme, on parle bien entendu de sa collaboration avec l'immense dessinateur Rotinski. Salut Marc, Philippe Dufour, des adaptations au cinéma à ta connaissance. Oui, 13 a été adapté dans une petite série, télésérie aux États-Unis qui est excessivement mauvaise. Et Largo Winch aussi a été adapté, je crois, en téléfilm ou en série qui n'était pas très bonne non plus. Je ne sais pas, il me semble que j'ai déjà vu passer des Maîtres de l'Orge, mais je crois que c'était un roman. Parce qu'à la base, c'est un roman, mais non, il n'y a pas eu d'adaptation de l'œuvre de Jean Van Damme qui vaut vraiment la peine que je vous parle aujourd'hui. Par contre, on nous a annoncé à la fin de l'année 2016 qu'il y avait un projet d'adapter la merveilleuse série Viking Torgal, qui est juste ici, qui est probablement la série phare de Jean Van Damme, qui est une série extraordinaire, qui va nous parler vraiment de l'univers des Vikings, mais il va mélanger avec ça un petit côté également fantastique et même de science-fiction, parce que Torgal, on le sait, pour les gens qui ne le lisent pas, c'est un être qui vient des étoiles, donc qui vient d'une autre planète. Alors, il va vraiment tout mélanger à l'intérieur de ça. Et Torgal, c'est immensément riche. Bien entendu, au niveau du dessin, Rosinski est un génie. Au niveau du scénariste, Jean Van Damme est un génie. Alors, on a une œuvre ici qui est totalement géniale. Oui, c'est une œuvre qui est commerciale. Oui, c'est une œuvre qui a fait énormément d'albums. Ils sont rendus à 35. Lui, Jean Van Damme a arrêté au niveau 20. C'est quand même une œuvre qui a vendu beaucoup, qui a eu énormément de petites séries connexes à côté, qui ne sont pas par Van Damme, qui ne sont pas pour la plupart par Rosinski non plus, mais qui sont du même univers, de la création. On parle de la jeunesse de Torgal juste ici. La Louve, qui est la fille de Torgal, qui est une autre série qui est connexe. Et bien entendu, Chris de Valard, qui est une autre série également qui est connexe à Torgal. Donc on appelle ça le monde de Torgal. Tous ces mondes-là sont réunis autour de la série principale qui est Torgal. Alors, on a eu une nouvelle comme de quoi il sera en adaptation au niveau série télé. Torgal, c'est plus gros que Game of Thrones. Torgal, selon moi, c'est immense. C'est une série culte franco-belge. Tant Valérian et Laureline est une série culte au niveau de la science-fiction, Torgal est une série culte au niveau du médiéval fantastique, de l'héroïque fantastique. Alors c'est vraiment une série extraordinairement bien écrite, bien réalisée, bien faite, bien dessinée, bien colorée. Alors on parle vraiment ici d'un petit bijou. Et il faut passer au-delà du fait que oui, ça c'est considéré comme la BD commerciale. On boude notre plaisir. Alors, ce n'est pas de la BD d'auteur, mais on boude notre plaisir parce que c'est super bien écrit. Et dans les albums de Torgal, il y a un numéro qui est Alinoé, qui est juste ici, là, qui est une sacrée bonne BD. Là. Honnêtement, c'est une des meilleures BD franco-belges que j'ai lues. Ça fout les jetons, vraiment très, très, très épeurant comme BD. Alors, ça, c'est vraiment le fun. La force de Jean Van Damme, c'est bien entendu les personnages, les créations de ces personnages qui sont extrêmement forts. Torgal, c'est quelqu'un qui est puissant, qui ne lâche pas, il y a une persévérance extraordinaire. Mais tous les personnages secondaires qui tournent autour de Torgal sont extrêmement importants. On pense seulement qu'à sa conjointe, à sa femme, qui a des numéros à elle tout seule dans la série. Alors oui, ça a été... les deux ont créé des personnages forts.
Alors, Torgal, on commence fort, on commence avec une série qui existe depuis 1977, 35 volumes, aux éditions des Lombards avec l'immense Rumlinski. Alors ça, c'est vraiment une base. Alors, si vous aimez le franco-belge, vous devez avoir lu Torgal une fois dans votre vie. Je ne vous dis pas de tout lire l'œuvre de Torgal, c'est quand même 35 volumes plus toutes les autres, mais vous devez au moins la connaître, cette série-là. Je vous l'ai dit tout à l'heure, notre cher ami Vanham a fait beaucoup à étudier en politique, en finance également. Les deux séries qu'on a à côté ici sont un peu le reflet de ces études-là. 13 qui est je pourrais dire une genre d'adaptation franco-belge de Jason Bourne, qui va nous parler d'une conspiration, la conspiration des 13 pour assassiner le président des États-Unis. D'ailleurs, le premier, le jour du soleil noir, dans les premières pages, dans les premières planches, on assiste à l'assassinat de Sheridan, qui est le président des États-Unis d'Amérique. Et le personnage de 13 va devenir amnésique, alors il ne se souviendra plus de rien. Et toute la série va passer autour de la découverte de son passé, la découverte de qu'est-ce qu'il a fait. Alors c'est excessivement politique, excessivement d'espionnage à l'intérieur de ça. C'est très violent, bien entendu, parce que 13, c'est un agent secret, c'est quelqu'un qui a été formé au combat. Et tout le long de la série, on va apprendre de qui est en arrière de cette conspiration-là. Et ça a fait des numéros quand même sublimes. Alors, 13, c'est une série quand même qui a énormément de volume également, je vais vous le dire, parce que je ne les connais pas toutes par cœur là, au niveau des volumes. C'est parce qu'il y a eu il y a eu 19 volumes en tout, mais il y a eu des hors-séries, il y a eu également des séries connexes, puis aussi des genres de compilation, comme ici, comme l'enquête, qui va nous expliquer un peu là, la fin de l'enquête de 13. Il y a eu des séries connexes aussi. Alors, tous les personnages secondaires de 13 ont été, pour la plupart, faits en une petite série qui s'appelle Mystery, pour essayer de nous expliquer, parce qu'à la fin, à un moment donné, ça devient complexe. 13 a des qualités et a des défauts. Le principal défaut de 13, c'est que idéalement, il faut lire tous les albums un à la suite de l'autre parce qu'il y a beaucoup de ramifications entre les tomes. Alors, des fois, on ne se rappelle pas de tout ce qui s'est passé dans les autres albums qui peuvent avoir une influence sur les albums qu'on est en train de lire. Alors, c'est un mosaïque extrêmement compliqué, l'histoire de 13 qui a été créée par Vanham, mais j'ai oublié de dire l'auteur, qui est le dessinateur qui est Evans. Alors, c'est une mosaïque extrêmement compliquée. Alors, c'est pas facile à comprendre parce que la conspiration, elle est vraiment bien ancrée à l'intérieur même du gouvernement. Je ne veux pas le spoiler non plus pour les gens qui ne l'ont pas lu. Mais c'est vraiment une très belle série. Si vous êtes des amoureux de Mission Impossible, de Jason Bourne, de tous les trucs d'espionnage, vous allez vraiment triper sur 13. C'est vraiment super bien fait, super bien dessiné. Mais encore là, c'est une BD qui est considérée comme commerciale. Je suis écœuré de dire ce nom-là. Honnêtement, là, ça me tente énormément. C'est pas parce qu'une BD vend que c'est moins bon qu'une BD d'auteur qui va gagner des prix Angoulême. Là. Pour moi, 13, c'est une série que j'ai adorée puis que je ferai lire à tout le monde. C'est sûr qu'il y a beaucoup de références à la politique américaine à l'intérieur de ça. Alors, ce qu'on va retrouver dans House of Cards et ainsi de suite, tu sais, les petites guéguerres politiques et tout ça, c'est vraiment super bien écrit, honnêtement. C'est une très belle série. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, il y a eu des 13 Mystery qu'on appelle. Et puis, il y en a, tous les personnages ont été faits pour la plupart, mais mon préféré, c'est la Mangouste. Honnêtement, de Meyer et de Dorison, c'est eux qui font Undertaker, je crois. Je pourrais me tromper, il faudrait que je vérifie, mais tu sais, des fois, la mémoire est une faculté qui oublie. Alors, bref, la Mangouste, c'est le tueur à gages qu'on voit dans le début de 13, qui est chargé de récupérer le personnage de 13 pour le ramener. Et cette BD-là nous indique toute l'histoire de la Mangouste. Et c'est vraiment sublime. Une très, très, très belle histoire, honnêtement. Là. Dans les Mysteries, c'est pas une série qui est égale. Il y en a des meilleurs, il y en a des moins bons. Ils sont tous intéressants à suivre et à lire. Ça nous aide tous également à bien comprendre l'histoire de la conspiration. Mais je te dirais que dans mon préféré, moi, vraiment, là, au niveau de Mystery, là,
J'ai bien aimé le dernier là, qui a été fait sur le Broadway, mais je peux pas trop en dire, mais je veux pas spoiler. Là. Mais lui, sur la mangouste, là, vraiment, là, tu sais, un genre de mécano, un genre de tueur à gages qui est vraiment super efficace. C'est super bien fait. Là. Et c'est des one-shots. Alors, les mysteries, c'est des one-shots. Ce n'est pas de Jean Van Damme, mais ce sont tous des personnages qui ont été créés par Jean Van Damme. Salut le barbu, Marie-Pierre Béchard. Oui, malheureusement, ça repousse tout le temps. Hein, parce que j'ai coupé cette barbe-là et ça repousse tout le temps. Alors, je déteste ça, mais j'ai pas le choix. J'ai pas le choix de vous parler de sa troisième série qui est fort, comme si je parlerais il n'y en a pas rien que trois, mais Largo Winch. Largo Winch, là, on va rentrer vraiment dans le côté financier. Alors, Largo Winch est un orphelin qui va être propulsé à la tête du groupe W, qui est la plus grosse entreprise mondiale, et il va essayer de survivre à l'intérieur de tout ça à toutes les petites conspirations et tous les gens qui vont essayer de lui voler son entreprise. Et le personnage de Largo Winch, ben, c'est un beau gosse, c'est un être excessivement intelligent qui a été formé par son père pour reprendre son entreprise. Alors, on va avoir beaucoup d'action, on va avoir beaucoup également d'amour à l'intérieur de Largo Winch. Je me dis que c'est pas d'amour, c'est plus des scènes vraiment assez intenses. Tu parles de moi. De qui? De Largo Winch? Ah, le beau gosse. Ouais, c'est Vincent qui nous dit que tu parles de moi. Ouais, je parle de Largo. Vincent, je ne veux pas te décevoir, là. Mais Largo Winch est vraiment un très, très beau gosse. Alors, on l'a créé comme ça, on l'a dessiné comme ça. Et encore là, il est avec Philippe Franck. Alors, Largo Winch, Largo avait une série télé. Ouais, mais c'était mauvais, Stéphane. Alors, Stéphane nous dit Largo avait une série télé. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Stéphane. Largo a eu une série télé. Mais, c'est ça. Alors, Van Damme a fait le tome 1 à 20. Et là, il a décidé d'arrêter. C'est un peu le défaut de Van Damme, c'est qu'à un moment donné, quand il s'étane, il arrête. Mais bon, bref, je pense que le mec est rendu tellement immense qu'il peut faire à peu près ce qu'il veut. Alors, Largo Winch, très beau dessin, très belle couleur. On a eu une évolution. Si je parle de numéro 1 puis le numéro 20, on voit l'évolution du dessin. Mais c'est normal, c'est l'évolution d'une série normale. J'adore Largo Winch pour tout le côté financier, le côté grande entreprise, le côté des petites magouilles qu'on voit, qu'on entend parler des fois, des OPA, les opérations pour essayer de récupérer des entreprises, les paradis fiscaux. Alors, on voit vraiment que Van Damme connaît très bien le monde de la finance. Alors, je vous l'ai dit, là, il a étudié là-dedans, il a travaillé là-dedans longtemps. Ça se ressent dans Largo Winch et c'est ce qu'on aime. Je veux dire, on aime vraiment avoir le petit côté réaliste, le petit côté dérangeant de tout ça. Dans Largo Winch, Philippe Franck et Jean Van Damme ont créé des personnages quand même secondaires assez intéressants, surtout au niveau des personnages féminins. Alors, ils s'en sont donnés à cœur joie. Alors, mon préféré reste OPA. Oui, effectivement, la BD OPA dans la série Largo Winch, j'en ai 20, vraiment une superbe BD. Je ne vous fais pas la nomenclature de mes BD préférés de chaque série, mais je vous l'ai nommé pour Torgal. Pour Largo Winch, c'est vrai qu'OPA est très très bon. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier, l'héritier, qui nous donne vraiment la base de l'histoire avec le personnage de Largo Winch, alors qui revient un peu au bercail. Ça me fait penser à la nouvelle série Iron Fist qui sort, hein, c'est un peu le même principe avec Arrow également, un jeune garçon qui ressort, qui devient millionnaire du jour au lendemain. C'est pas des trucs qui sont super nouveaux. Michael qui me dit « Hey, salut Michael ». C'est sûr que ça peut paraître anodin comme histoire puis que ça a déjà été raconté comme histoire, mais Jean Van Damme a une capacité extraordinaire de développer des personnages, de développer des histoires à une profondeur extraordinaire qui est tout à son honneur. Parce qu'il va vraiment très loin dans son histoire. Bon, des fois, il peut se perdre quelquefois. Dans 13, il y a certaines, peut-être, incohérences qui jouent. Mais bon, personne n'est parfait. Hein? Puis, c'est vraiment des mini-incohérences. Pour moi, c'est vraiment pas la peine. Alors, pour Stéphane, oui, Largo, que je vous l'ai dit, il y avait une série télé. Pour répondre à ta question, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en tout cas, bref, j'en parle pas parce que c'était excessivement mauvais. C'était avec un boxeur italien qui jouait Largo Winch. C'était ouf. Ouf, 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 ouf. J'ai tout ce que j'ai à dire. On sait tous que Les aventures de Blake et Mortimer de Edgar P. Jacob est une référence au niveau du franco-belge.
Edgar P. Jacob, qui était un ami personnel de Hergé, qui a créé Tintin. On sait qu'au niveau de la ligne claire, c'est quelqu'un qui a eu une influence extraordinaire. Ben, au niveau de la BD générale, Jacob a eu une influence extraordinaire. Lire du Jacob, c'est lire un roman illustré. Tellement il y a de précision, tellement qu'il y a de texte, tellement qu'il y a de dialogue à l'intérieur de ces BD-là. Alors Jacob avait vraiment était vraiment extraordinaire par rapport à ça. Il dessinait également la ligne claire très très bien. Et Jean Van Damme a repris Blake et Mortimer parce que les personnages ne sont pas morts avec Jacob. Ça, c'est un autre débat. J'en ai parlé un peu dans mes autres capsules, dans les fameuses reprises. Il y a des gens pour lesquels les personnages ne devraient pas être repris. Et pour certains d'autres, ça ne dérange pas. Moi, je pense qu'il y a des personnages qui ont été créés pour être repris et d'autres non. Je pense que Blake et Mortimer de Jacob, je ne croirais pas que Jacob soit vraiment très insatisfait de ce que les gens ont fait. Surtout au niveau de Jean Van Damme et Ted Benoît qui ont travaillé quand même sur certaines BD, sur l'affaire Francis Black et l'étrange rendez-vous, entre autres. Et il a travaillé également sur les malédictions des 30 deniers. C'était peut-être un peu moins fort au niveau histoire. Par contre, l'affaire Francis Black et l'étrange rendez-vous, qui sont ici au niveau de l'histoire de Blake et Mortimer, je crois que c'est deux belles histoires qui sont dans la continuité de l'œuvre de Jacob, qui méritent qu'on s'attarde à ces BD-là, qui sont très bien dessinés par Ted Benoît, mais qui sont très bien scénarisés par Jean Van Damme. Je crois que Van Damme était quelqu'un de parfait pour la continuité de Jacob. C'est quelqu'un qui porte une attention particulière au dialogue, aux histoires et à la cohérence de ces histoires, malgré, je l'ai dit tantôt, dans 13, c'est tellement compliqué qu'à un moment donné, on se perd un peu. Mais c'est deux belles BD qui ont été faites par Van Damme pour l'histoire de Blake et Mortimer. Moi, je vous les conseille. Alors, c'est vraiment une très, très, très belle, deux belles BD. Alors, maintenant, excusez-moi, j'ai eu un message. Ça m'arrive, je vous l'ai dit, moi je t'en dirais quand je ne suis pas en différé, je ne suis pas en montage, alors il n'y aura pas de petits effets spéciaux. Alors moi c'est en direct, alors quand je reçois un message, je regarde si c'est en rapport avec mon direct, mais ça n'était pas le cas, alors je m'en excuse. Une merveilleuse série de BD écrite par Jean Van Damme. Et là, je vais faire plaisir à certaines personnes que moi j'ai adoré. Une série en 8 tomes. Alors, on tombe vraiment dans l'histoire de les maîtres de l'orge. Ça, les maîtres de l'orge, comment expliquer? Premièrement, c'est un mélange de fiction et d'historique. Jean Van Damme va nous expliquer avec le dessinateur Valls l'histoire de la bière à l'intérieur d'une famille de brasseurs qui est fictive, mais tous les éléments historiques dans lesquels les personnages vont être mis sont historiques. La guerre, la récession, la montée du socialisme. Écoute, c'est une magnifique BD. Alors là, on rentre vraiment dans une très, très, très belle histoire de famille qui va se mélanger avec une série trop peu connue, ou est vraiment une série trop peu connue. C'est vrai que c'est une super histoire et c'est sur plusieurs générations. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir le début de tout jusqu'à la fin des années 2000. Alors, on va vraiment tout voir l'historique de cette brasserie-là, le début, la commercialisation de la bière, la première bière qui va être refroidie. Alors, c'est vraiment pour les amateurs de bière, les amateurs d'histoire, les amateurs de bonne histoire, parce que oui, il y a des conflits, oui, il y a des complots à l'intérieur de ça. Bien entendu qu'il y a il y a un petit côté eau de rose au niveau également des relations hommes-femmes. Parce qu'il va y avoir de l'amour, il va y avoir des trahisons, il va y avoir des meurtres, il va y avoir de tout à l'intérieur de ça. Bref, c'est une histoire de famille. C'est comme un genre de Dallas, mais brillant, bien écrit, et qui ne parle pas de pétrole, mais de bière, mais sacrement mieux écrit que ces cochonneries d'Amérique. Là. Alors ça, là, c'est un bijou. Et ça a été également fait en roman. Et j'espère qu'un jour, Jean d'Hollywood qui m'écoutait,
Tu sais, les millions de personnes là, qui disent « Oh, je veux avoir des BD plus adultes, moins Marvel, moins DC. » Ben ça, c'est une série qui pourrait être facilement adaptée en film ou en série télé et qui ferait un tabac. Parce que c'est foutrement bien écrit. Le scénario est extraordinaire. Les dessins, c'est sublime. Ça se tient, c'est cohérent, c'est bien fait. C'est 8 tomes de bonheur. Alors, ben c'est sûr que aux éditions Glénat, la collection Graphica, ils font absolument des super bons trucs. Alors ça, c'est une très belle série. Vincent qui me dit, j'espère que tu vas parler de Lune de guerre. J'avais pas l'intention d'en parler. Veux-tu que j'en parle ou j'en parle pas? Si j'ai le temps, parce qu'il me reste encore quelques trucs à parler, surtout d'un en particulier. Ben, plus qu'un, mais il y en a un en particulier que je dois, avec ton Herman en plus. Écoutez, il y en a un que j'ai pas ici. Je dois avouer que celle-là, je suis un peu déçu de moi-même. Je crois qu'une de ses plus grandes œuvres qui a été faite également avec son collègue Rosinski, écoutez, dans les 186, qui est le grand pouvoir du Shinkel, je ne sais pas, je le prononce bien, honnêtement. Je ne l'ai pas à la bibliothèque, je sais, vous pouvez me lancer des roches, vous pouvez me dire que j'ai pas d'allure, je l'accepterai. Malheureusement, je ne peux pas vous la montrer, mais cette BD-là est vraiment une BD extraordinaire, une super belle BD qui est très difficile à décrire. Je veux dire, c'est un jeune garçon qui est là, puis qui trouve qui sauve tout le monde, parce que c'est censé être la personne qui est censée sauver tout le monde. Il dit, enfin, ça qui dit, tu la veux, je te l'envoie pour la bibliothèque. Non, mais je vais l'acheter pour la bibliothèque. C'est vraiment très, très Tolkien, ça a un petit côté très biblique également. Ça a beaucoup de références au niveau de certains films. Je pense à 2001, Odyssée d'espace, parce que la forme du dieu qui est une référence comme un genre de j'arrive pas à me rappeler du mot, nom de Dieu, comment ça s'appelle. En tout cas, c'est le fameux triangle, le fameux rectangle. J'ai beaucoup de difficultés à décrire cette BD-là parce que quand je l'ai lu, c'est une expérience, lire cette BD-là. C'est vraiment une expérience de la lire. Je vais la mettre en lien à la fin parce que la dernière fois que j'ai essayé de mettre un lien en direct, ça a fait sauter ma connexion. Alors je ne tenterai pas le diable. Mais c'est une super belle BD. Il y a d'autres séries que je n'en ai pas ici à la bibliothèque. Je parle de sa série la plus récente qui est Lady S, qui est une série qui ressemble un peu à 13, c'est un mélange d'espionnage, un mélange historique également, alors qui est une très belle série qui est faite en collaboration avec Philippe Aymon. Malheureusement, Van Damme l'a arrêté, alors il va se consacrer maintenant, je crois, plus à l'écriture de romans, mais ça continue. Une de ses premières qu'il a faite également, c'est Will Shelton avec Christian Denayer, de 2001 à 2003. Qui a fait également. Ça, je ne l'ai pas à la bibliothèque non plus. Et là, il y a Lune de guerre, bien entendu, que Stéphane nous a mis en commentaire. Alors, je vais vous laisser aller la possibilité d'aller le lire vous-même au niveau de la BD, au niveau de Lune de guerre. Moi, je vous dirais que Lune de guerre, je ne l'ai pas lu. Ou si je l'ai lu, je m'en souviens plus, honnêtement. Puis, je suis pas quelqu'un, moi, qui invente des affaires. Je connais Lune de guerre, je sais que ça a été écrit par Van Damme, dessiné par Herman, mais je m'en souviens pas de l'avoir lu, honnêtement. C'est probablement un manque de ma part, mais je ne suis pas quelqu'un qui se cache derrière mes lacunes. Je n'ai pas tout lu, je ne connais pas tout. Alors, ça, c'est une belle découverte. Je me souviens d'avoir vu ça. Je me souviens probablement d'avoir déjà feuilleté cette BD-là dans mon jeune temps, mais honnêtement, je m'en souviens plus mentalement. Peut-être que ça a été skippé. Pourtant, c'est du Herman. Là. Vous savez tous à quel point j'aime Herman. Et je vais terminer, parce que ça fait quand même une demi-heure. Il me reste encore un peu de temps. Avec la plus grande œuvre, selon moi, de Jean Van Damme. Et tout ça, c'est toujours très personnel. Hein, on se rappelle,
personnel. Ils ont fait un film basé sur Lune de guerre. Je ne le savais pas, Stéphane qui nous dit qu'ils ont fait aussi un film basé sur Lune de guerre. Je ne savais pas. Honnêtement, je ne le savais pas. Alors, Stéphane, si tu peux nous donner le lien du film, ça va m'intéresser. Alors, je ne le savais pas. Merci beaucoup, Stéphane. Je vais lire une petite anecdote de la part de Jean Van Damme lui-même. Je vous rappelle qu'il a travaillé longtemps dans les grandes entreprises. Et dans les années 80, je crois, je me souviens plus, c'est en 88, il a sorti une BD avec Griffo, une série de BD avec Griffo, toujours chez Dupuis, à la collection Air Libre. Je vous ai déjà parlé de la collection Air Libre, qui est SOS Bonheur, qui est juste ici, qui est selon moi la plus grande réussite de Van Damme, secondée par le coup de crayon génial de Griffo. J'ai déjà dit que l'été, je ne lis pas beaucoup de BD, je lis plus des romans parce que je suis en vacances, j'ai plus le temps. Il y a 2 BD que je relis à chaque année, 2 séries de BD que je relis à chaque année, qui est comme un genre de rituel. Il y a Chinaman de Olivier Leduc et de Le Tendre que je relis à chaque année. Pourquoi, je ne sais pas, c'est comme un genre de confond de food. Et il y a SOS Bonheur que je lis. J'ai dit un jour que je vais arrêter de lire SOS Bonheur quand le contenu de cette BD-là ne sera plus à jour et ne sera plus actuel. Alors pour l'instant, ça le lit encore malheureusement. Alors pour les gens qui ont lu SOS Bonheur, vous savez de quoi je parle. Pour les autres, SOS Bonheur, c'est 5 petites histoires. Je ne vais pas me tromper. Je vais en être sûr. Il y a à l'intérieur de tout ça qui va nous parler d'une société qui est censée être une société extraordinaire, où ce que les vacances sont planifiées, où ce qu'il y a une assurance santé qui est à tout le monde, où ce que les professions sont également encadrées par le gouvernement. Alors vous allez comprendre que c'est une dystopie. Alors c'est un univers qui est censé être parfait. Les vacances, je vous l'ai dit, qui étaient planifiées. La maladie. Et bien entendu, le plus grand peur à l'intérieur de ça, c'est la fameuse carte multifonction qui est censée tout faire. Alors Van Damme a vraiment inventé un futur qui est très proche de ce qu'on est en train de vivre, où ce que différents personnages vont être mis dans une situation complexe et carrément farfelue pour certaines, et va perdre tout ce qu'ils ont acquis dans une société où le gouvernement a vraiment la main sur tout. Et ces gens-là vont se réunir pour créer la fameuse révolution, pour renverser le gouvernement. Et on va comprendre au fil de notre lecture que cette révolution-là a été lui-même créée par les gens qui contrôlent les gouvernements pour recommencer le cycle toujours et toujours et à jamais. Alors, pour nous indiquer que les personnes qui contrôlent la population sont des grandes corporations qui représentent l'armement, la pharmaceutique, la nourriture, et ainsi de suite, et qui sont là pour leur bien-être à eux autres, simplement, et non le nôtre. Alors, c'est un œuvre qui est vraiment fort, un œuvre qui est excessivement sombre, un œuvre qui est excessivement déprimant. C'est une BD qui va nous faire réfléchir vraiment sur l'avenir de notre société, sur la conscientisation vraiment de ce qu'on est en train de faire en tant qu'individu dans une société. Et puis, si la société du futur ressemble à ça, j'espère qu'ils vont me donner des pilules pour que ça parte, parce que sinon, moi, je ne veux pas vivre à l'intérieur de cette société-là. Et dans ces petites histoires, sont tellement proches de notre réalité que ça fait peur. Je vous rappelle que ça a été écrit dans les années 80. Alors, Van Damme a eu comme un coup de prémonition à l'intérieur de ça pour créer cette merveilleuse BD-là. Et puis, il y a une petite anecdote où ce qui parle pourquoi il a créé le fameux SOS Bonheur avec son ami Griffo. À l'époque, Van Damme travaillait pour une entreprise. Et là, je vais prendre le temps de le lire parce que j'ai du temps. Et puis, c'est super cool de lire des BD ou de lire des références en live. Alors, c'était en 1973. Après 8 années passées à sillonner le monde des frais généreux successifs des 2 multinationales, je venais d'être affecté au siège d'un géant de l'électroménager. Alors, il y explique que parmi les divers rapports et courriers que l'on déposait régulièrement sur mon bureau,
il y avait un épais document informatique, ce qu'on appelait à l'époque un listing. Je ne sais pas si vous vous souvenez des fameux listings avec les imprimantes, avec les feuilles qui étaient sur le rebord. Il tombait sur le bureau de M. Vanham, et là je vous rappelle que c'est une anecdote qui est réelle, à tous les 5 et les 20 de chaque mois. Lourd comme un annuaire, bourré de statistiques sophistiquées, dont je ne parvenais à saisir ni la raison ni l'usage que je pourrais bien en faire. Alors, renseignement pris auprès des autres chefs du département, il était, Vanham, largement résolu à essayer de remonter la filière pour voir qui faisait ce document qui était, ma foi, pour lui, totalement inutile. Alors, il a remonté cette filière-là pour tomber sur un nom, un type qui s'appelle Albert. Bon, vous savez bien que ce n'est pas réellement le nom, mais bref, son anecdote lui dit que tout ça, c'est à cause d'Albert. Alors, Albert, ce n'est pas son prénom, était ce qu'il convenait d'appeler un employé modèle. Un de ces caporaux bien entraînés qui font la force des armées, 30 ans de maison, salaire indexé, cravate impeccable, respect de la hiérarchie et fierté de la tâche bien accomplie. 6 ans auparavant, un grand patron de l'époque avait eu besoin d'un quelconque conseil d'administration, une information statistique, un peu particulière. D'échelon à échelon, la demande avait abouti sur le bureau d'Albert. Et lui, bien entendu, comme un fameux caporal, il s'est mis à l'ouvrage. Couvert par un ordre venu d'en haut, il sortit le grand jeu. Collecte de données, élaboration d'un programme, mise sur ordinateur, procédure de contrôle, etc. La machine était lancée. Le conseil d'administration eut son information, qui figura au procès-verbal et que les actionnaires ne lurent pas. Peu après, le grand patron prit sa retraite, mais personne ne songea à avertir Albert qu'il pouvait arrêter les frais. Et son fameux listing continua de sortir 2 fois par mois, imperturbablement. Ainsi donc, depuis 6 ans, notre employé modèle consacrait la plus claire de ses 8 heures quotidiennes à gérer, mettre à jour et à vérifier scrupuleusement un morceau de renseignement que personne n'utilisait, sans jamais s'inquiéter de savoir l'usage qui était fait de son inlassable labeur. Il avait, comme on dit, sa conscience pour lui. En réalité, et ce fut pour moi une révélation étonnante, il ne voulait pas savoir. C'est à partir de là que Vanham explique qu'il lui est venu l'idée de créer cette histoire de SOS Bonheur. Le plan de carrière, la première BD, est un homme qui crée la fameuse carte. Une carte qui est où toutes les informations d'une personne est insérée. Compte bancaire, les informations médicales, les certificats de naissance et tout ça. Alors, vous avez seulement qu'à présenter cette carte et pouf, paf. Et du jour au lendemain, quelqu'un efface les données de la personne sur l'ordinateur central et il se retrouve avec une carte qui est défectueuse. Alors, il faut payer, sa carte ne fonctionne pas. Alors, on commence même à se poser la question de savoir si c'est réellement la personne. Il doit refaire une carte, et pour refaire une carte, il faut qu'il y ait une preuve d'existence, et cette preuve d'existence-là, malheureusement, doit être validée par la carte. Alors, vous voyez tout le dilemme qui existe à partir de là, c'est que plus personne le reconnaît, même si tout le monde sait c'est qui, cette fameuse carte-là ne fonctionne pas. Alors, pour les ordinateurs, il n'existe plus, et il devient un sans-abri. Alors, du jour au lendemain, c'est une personne qui est excessivement haut placée dans la société, et pouf, il disparaît. On le fait disparaître virtuellement, et il disparaît dans la réalité. Alors, moi, ça me parle énormément, ce genre de BD-là. Je veux dire, c'est comme... c'est comme tellement actuel avec tout ce qu'on vit, je veux dire, avec nos fameux dossiers connexes et tout ça. Ça me parle, ça me fait peur. C'est pour ça que je le lis à chaque année. C'est pour me rappeler à quel point qu'il ne faut pas se rendre là. Et je pense que le message que Vanham avait à nous dire à l'intérieur de tout ça, c'est ça. Alors, je répète cette merveilleuse BD-là, SOS Bonheur, qui est selon moi la plus grande œuvre de Jean Vanham. Je vais essayer de la cadrer. Griffo, bien entendu, au dessin. Et c'est à la collection Air Libre chez Dubuis. Une magnifique BD. C'est quand même une bonne brique. Faut savoir que ça, c'est l'intégrale. Hein? C'est l'intégrale qui est à 172 pages. Et c'est drôle parce qu'à la fin, en 2000, Vanham a fait un petit texte qui est 20 ans après, état des lieux. Et puis, ça serait vraiment intéressant que les gens qui ont lu la BD relisent ça.
parce qu'il explique, pour lui, il voit vraiment comment la société a évolué. Et malheureusement, il se rend compte que son histoire, mais c'est de plus en plus proche de la réalité. Alors, j'ai fait le tour. Oui puis non. J'aurais parlé d'autres choses. J'aurais parlé de Nagar, mais je ne l'ai pas lu. J'ai fait le tour pas mal de Jean Van Damme. Qu'est-ce que je peux en dire de Jean Van Damme? Selon moi, c'est un des plus grands scénaristes de BD franco-belge. C'est quelqu'un qui ne fait pas... c'est quelqu'un qui va écrire pour réellement avoir du succès. Puis je le répète, je le recite parce que c'est important, puis je vais terminer avec ça. Et je vais le reciter pour finir. Il a dit: je ne suis pas un artiste, il dit: je suis un artisan. Il dit: l'artisan fait ce qu'il ressent devoir faire sans se soucier de plaire. Il dit: moi, je suis un menuisier. Je fais un bel objet en espérant le succès. Alors, Jean Van Damme, c'est quelqu'un qui a toujours espéré avoir du succès dans la BD. Il a toujours fait pour avoir du succès. Et depuis 1968, il a vendu environ 42 millions d'albums. Alors, je crois que Jean Van Damme a réussi son pari de faire du succès. Alors, c'est un grand scénariste à découvrir si vous ne le connaissiez pas. Alors, tous ces BD-là sont disponibles à la bibliothèque François Hertel du Cégep de la Pocatière, qui sont prêts, que vous pouvez emprunter si vous êtes membre de la bibliothèque ou en PEB, en prêt en bibliothèque. Mais j'ose espérer que c'est des BD également qui sont disponibles dans votre bibliothèque municipale ou votre bibliothèque collégiale proche de chez vous. Sinon, ben, vous allez voir votre bibliothécaire ou votre technicien en documentation, vous lui dites de se réveiller et de compléter sa collection pour avoir vraiment les bases du franco-belge, parce que Jean Van Damme, c'est un auteur, un scénariste qui est comme une base du franco-belge. Vous devez le connaître pour vraiment bien saisir ce que le franco-belge est. Alors, c'est là-dessus que je vais conclure. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vois que Stéphane nous a mis le lien pour le film Ice World. C'est-tu vraiment le film sur Lune de guerre? Ah oui, c'est la bande-annonce. Alors, on va aller écouter ça avec... attentivement après le petit live, parce que moi ça m'intrigue énormément parce que je ne le savais pas. Et j'ose espérer également que les créateurs de cinéma qui m'écoutent, ils m'écoutent pas partout, là. Je sais bien que personne m'écoute à part quelques personnes. Si vous voulez vraiment avoir de la diversité dans vos œuvres, dans vos adaptations, tournez-vous un peu vers vos amis européens. Je crois qu'il y a des séries qui méritent d'être adaptées, qui pourrait faire un immense hit. Alors, oui, peut-être que c'est dépasser les sentiers battus, oui, c'est peut-être prendre des risques, mais des fois, des risques, ça peut être payant. Alors, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne Saint-Patrick. D'ailleurs, j'avais mis mon chandail vert pour la cause. Et aujourd'hui, ben, je vous conseille tous et tous amateurs de Marvel et de cinéma d'aller écouter la nouvelle série Iron Fist et de vous faire une tête par vous-même et non d'écouter des critiques qui l'ont démoli et l'ont descendu en flammes. La meilleure critique dans le cinéma, dans les séries TV, comme dans la littérature, dans la BD, reste toujours vous. Si vous avez aimé ça, si vous avez eu du plaisir à lire une BD, alors la BD est bonne. C'est tout simplement ça, c'est comme ça que je vais conclure. Alors, bonne fin de semaine, messieurs, bonne fin de semaine, mesdames. À la prochaine!